C'est toujours un plaisir de se retrouver dans ce vénérable et imposant amphithéâtre de la Maison de l'Océan à Paris pour un dialogue de haute tenue avec une conviction forte partagée par nos invités pour créer de l'emploi, pour soutenir les territoires ultramarins. L'entreprise publique et le monde associatif doivent plus que jamais faire équipe sur le terrain. Voici donc Nathalie Collin, directrice générale de la branche grand public et numérique de La Poste, Jean-Marc Borrello, fondateur et coprésident du directoire du groupe SOS. Et pour animer les débats, on peut compter sur Étienne Gernel, le directeur du Point, et le tout sous vos applaudissements. Merci. Merci, c'est un bonheur de revenir ici chaque année depuis 5 ans, parce que c'est la 5e année. Alors là, on a deux acteurs très particuliers. D'abord, deux personnalités, et ça compte beaucoup dans la vie. Deux personnalités de deux groupes, deux entités, de nature extrêmement différente, mais qui ont la particularité, tous les deux, d'être des groupes de terrain. Bref, on a des gens qui connaissent la vie. Et ça compte un tout petit peu. C'est pas qu'une connaissance livresque, c'est une connaissance de terrain. Donc merci à vous deux d'être là. C'est un plaisir et c'est un bonheur. Alors, le premier thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'était Mayotte. Après Chido, qu'est-ce qui se passe, puisque tous les deux vous dirigez, vous êtes des dirigeants d'entreprises, groupes. C'est intéressant parce que ces deux entreprises, on peut dire, alors le groupe SOS est une association d'un point de vue juridique, mais à la fin c'est une association d'entreprises aussi, d'entrepreneuriat, c'est quand même très spécial. Et La Poste, c'est une entreprise, mais c'est une entreprise de service public, ce qui est aussi quelque chose de particulier. Donc c'est deux acteurs engagés. Et la première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est justement l'après Chido. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait pour rétablir la vie, hein, le service, la vie, les entreprises, après une catastrophe comme ça? Très souvent, au début, ça fait des gros titres, il y a toutes les télés qui sont là, on en parle, etc. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on fait revivre, renaître la vie, réinstaller une vie à peu près normale après Chido? Et quel rôle vous y avez joué, Nathalie Collin? Alors, c'est vrai que ça a été un traumatisme absolu. Moi, je me souviens très très bien de ce 14 décembre 2024. Hein. À midi, j'étais avec mon directeur exécutif au téléphone et il était en train de se demander si le toit allait vraiment tenir sur sa maison ou s'il allait s'envoler. D'ailleurs, beaucoup se sont envolés. Nous, on avait une responsabilité particulière puisqu'on est aussi une banque et que donc, on est le 14 décembre. Il fallait très rapidement remettre en fonctionnement les distributeurs de billets, besoin de beaucoup de cash dans les échanges, et puis verser les prestations sociales, et c'est le 7 janvier. Quand on sait qu'on s'est retrouvé finalement en une nuit avec plus d'électricité, plus d'eau, nous, 80% de nos bureaux de poste ont été détruits. C'était quand même une gageure absolument extraordinaire. Alors ce qu'on a commencé à faire, c'est ce que je fais personnellement souvent, c'est donner la main au terrain, c'est-à-dire leur donner les moyens et leur donner la main. D'abord leur dire, très important, qu'ils seraient payés quoi qu'il advienne. Pendant toute cette période, on ne pouvait pas travailler, on n'avait plus de bureau de poste. Ça a l'air de rien, mais ça détend dans sa capacité à aller régler les problèmes des autres, parce que c'est ça qu'on leur demandait. On avait sur le terrain des personnes qui avaient plus de toit sur leur maison, plus de voitures, et qui allaient régler les problèmes des autres. Donc ça, c'était le premier élément. On a mis en place beaucoup de choses, finalement, pour que les salariés se sentent confortables dans leur capacité à aller régler les choses. Alors beaucoup de choses, c'est des antennes satellites pour rétablir les liaisons Internet, par exemple, qu'on a mises à disposition des pharmaciens, des services publics locaux. Nos voitures qui ne nous servaient plus, puisqu'on ne faisait plus de tournées postales pendant toute la période, les 2-3 semaines qui ont suivi le cyclone, on les a mises à disposition d'Électricité de Mayotte et d'EDF pour pouvoir réparer ce qui était quand même absolument prioritaire, l'électricité. On a très vite également mis en place des mesures pour les habitants, du type déblocage de fonds d'urgence, non mise en place d'interdiction bancaire s'ils avaient des déficits sur leur compte bancaire parce qu'ils n'arrivaient plus à aller à la banque puisque c'était plus possible d'y accéder, des délais plus longs pour être en capacité de faire les déclarations d'assurance. Ça a l'air d'être des choses très pratico-pratiques, mais en fait c'est ce qui change votre vie quand vous avez affaire à une catastrophe comme celle-là. On a mis à disposition nos solutions de filtrage d'eau,
qu'on a mis à disposition de la population. On a fait de la récupération d'eau sur la période. Enfin, j'ai envie de dire, on a fait tout ça, mais ceux qui ont vraiment reconstruit le service public à Mayotte, ce sont les équipes locales qui ont fait un travail extraordinaire, puisque en 8 jours, les distributeurs de billets étaient remis sur pied. On avait les transporteurs de fonds qui refaisaient du transport de fonds, et que le 7 janvier, et ça on a été à la fois très fiers et puis vraiment satisfaits, parce que la réalité c'est que ça aurait été une catastrophe, les prestations sociales étaient virées. Tous nos bureaux de poste sont reconstruits, on a investi très vite 1 million d'euros pour reconstruire. Donc j'ai envie de dire qu'en un mois, au niveau postal et services publics, on avait reconstruit le service public à Mayotte. 1 million d'euros comme ça qui ont été investis tout de suite pour reconstruire, oui. C'est ça, et qui ont donc été dépensés en quelques semaines, quoi. Ben, très vite, ça a été acheminé, alors plein de choses, hein, acheminé toutes les choses dont on avait besoin depuis la Réunion. On en a beaucoup de salariés à la Réunion, donc c'était plus facile. Faire venir des volontaires sur place qui pouvaient épauler les équipes locales, parce que c'était quand même absolument épuisant. Mais ça a été aussi acheter des ordinateurs portables pour que les gamins des postiers, on a à peu près 240 postiers à Mayotte, puissent suivre leurs cours. Enfin, ça a été toutes ces opérations, acheminer de l'eau potable pour qu'ils puissent également consommer de l'eau potable. Enfin, on a fait tout un tas de trucs. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est très utile d'être une grande entreprise très structurée, très connectée avec les associations qui ont fait un boulot extraordinaire pendant cette période-là. On était une espèce de sorte d'infrastructure qu'on a remise sur pied pour que finalement tout s'accroche à ça. Merci beaucoup. Jean-Marc Borrello, qu'est-ce que vos équipes ont identifié comme situation juste après? En général, vous avez peut-être un angle de vue qui est un peu particulier, qui n'est pas forcément celui de l'État d'ailleurs. L'angle de vue, c'est ce qui est en commun avec la Poste, évidemment, c'est l'intérêt général. Et en ce qui nous concerne en particulier, les plus fragiles. Puisqu'à Mayotte, comme ailleurs, à Mayotte, on a 700 ou 800 salariés, ce qui est beaucoup pour une entreprise associative locale. Donc nous sommes évidemment la plus grande entreprise associative de l'île. Et nous offrons des services extrêmement variés, puisque nous gérons des centres pour enfants handicapés, des centres d'accueil pour personnes sans domicile, des centres d'accueil pour migrants, enfin tout ce que fait SOS à peu près, une partie en tout cas de ce que nous faisons sur le reste du territoire. Donc moi j'étais 2 jours avant, parce qu'il y avait une journée des équipes, et donc c'était la journée annuelle où nous étions en Mayotte. Et je suis rentré, je suis reparti 2 jours après. Donc j'y suis revenu 2 jours après, dans les conditions qu'on connaît. Donc le premier sujet, ça a été de retrouver les salariés. Alors on a mis quand même près de 10 jours, puisqu'il n'y avait plus de téléphone, il y avait plus les voies de circulation étaient coupées, etc. Donc retrouver les salariés. Après, ce qui m'étonne pas vraiment, un peu les mêmes sujets que la Poste, c'est-à-dire avertir les salariés que tout le monde serait payé quoi qu'il arrive, parce qu'évidemment les systèmes publics et de financement étaient un peu en difficulté, donc prévenir tout le monde qu'il n'y aurait pas de sujet de cet ordre-là. Faire en sorte que les salariés puissent avoir, à défaut d'un toit, une bâche au-dessus de leur maison, parce que dans la même logique que ma voisine, on a, pour pouvoir s'occuper des autres, c'est bien d'être à peu près garanti qu'on peut rentrer dans sa maison le soir. Trouver des voitures, trouver de quoi continuer la mission, parce qu'évidemment, quand vous gérez un centre pour enfants handicapés, il n'est pas question de ne pas les accueillir ou de ne plus s'en occuper. Donc ça veut dire que tous les sujets, depuis l'eau jusqu'à l'alimentation, en passant par les soins, il faut être capable d'inventer. Et donc, et c'est sans doute un prélude à l'action de l'État, c'est-à-dire il faut suspendre toutes les règles de fonctionnement en vigueur. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler, mais SOS est né il y a 40 ans, à l'époque de l'épidémie du sida. J'étais fonctionnaire à cette époque-là, et le moyen qu'on a trouvé pour faire face, c'était suspendre la quasi-totalité de la réglementation. Sinon, on ne pouvait pas faire face. Quelle réglementation? Toutes les réglementations concernant le sanitaire. On a refait ça pendant le Covid, puisque SOS est le premier gestionnaire d'EHPAD et d'hôpitaux privés non lucratifs dans ce pays. Et on a fait ça à Mayotte, parce que si on conserve la réglementation, on ne peut pas faire face à des situations d'urgence.
Ce qui peut-être devrait nous inspirer collectivement à se dire, s'il y avait moins de règles, on serait plus efficient au quotidien. J'aime bien cette idée. Oui, moi aussi, c'est pour ça que je la case, même quand c'est pas directement dans le sujet, mais voilà, comme ça c'est fait. Donc effectivement, retrouver les salariés, les sécuriser, être capable, c'est en ça que je peux être utile, de suspendre la totalité des règles, parce qu'évidemment, elles s'appliquent jusqu'au moment où on décide qu'elles ne s'appliquent plus, temporairement, pour faire face à vraiment des besoins vitaux. Pour avoir été sur place pendant 4 jours, ça voulait dire sans eau, sans électricité, et en l'occurrence sur des modes un peu survie. Donc ça a été un moment difficile, d'autant plus qu'il y avait très peu d'opérateurs, et puis un peu comme la Poste. Évidemment, nous sommes la première entreprise sociale d'Europe, donc il y a une responsabilité, y compris sur le plan européen. Mais à Mayotte, nous sommes la première entreprise, évidemment, associative. Et donc, il y a une responsabilité à avoir avec les camarades associatifs. Et le premier réflexe a été de les réunir dans une structure commune créée ad hoc pour pouvoir traiter collectivement les demandes de fonds à la Fondation de France ou ailleurs, enfin faire en sorte que le secteur associatif de Mayotte puisse s'organiser et pas être en concurrence pour la reconstruction de l'île qui était encore à faire et qui d'ailleurs, mais je crois qu'on en reparlera, reste à faire. Donc c'est aussi la responsabilité d'une entreprise qui est un peu plus grande que les autres de pouvoir faire en sorte de donner des moyens aux camarades qui en ont moins. Alors Nathalie Collin voulait réagir sur les normes. Ah oui, je J'adore ce partage sujet. complètement. La vraie utilité que j'ai eue, c'est pareil, ça a été de lever toutes les règles. Et ça, on ne le fait pas souvent, mais je dois dire que c'est impératif. Et d'ailleurs, on a fait alors, ma directrice déléguée des Outre-mer n'est pas là, elle est à La Réunion, mais on a fait une cérémonie après avec les postières et les postiers pour voilà, célébrer quand même cette reconstruction qui avait été assez extraordinaire. Et elle m'a fait une sorte de compliment, en tout cas moi je l'ai pris comme ça. Elle m'a dit, on a eu la meilleure patronne possible pendant cette période, alors tu vas voir, elle nous a laissé faire. Et en fait, c'est pas si facile quand on est dans une grande institution, entreprise, etc., extrêmement normée, que de laisser faire. Puis peut-être juste un autre point, ce qu'on a fait très rapidement, c'est un don à la Croix-Rouge, et ce qu'on a fait aussi très rapidement, c'est un timbre pour Mayotte qui a été vendu très massivement avec 1 euro de prix en plus pour la Croix-Rouge. Et j'adhère aussi sur le côté récupérer les salariés. Ça a été difficile au début de savoir où ils étaient, d'avoir contact avec eux. Il n'y avait plus de téléphone. On a vécu des choses très similaires. Et en même temps, s'il n'y a pas des associations, des services publics qui reconstruisent l'infrastructure, moi je connais bien EDF, ils ont aussi fait un travail absolument extraordinaire. Eh bien, le reste ne peut pas se reconstruire en réalité. Il y a besoin de cette colonne vertébrale-là. Alors, pardon d'insister sur cette question de Mayotte, c'était une situation d'urgence absolue, mais c'est quand même intéressant. On a beaucoup parlé d'une manière générale sur la suspension des normes, même si ce n'est pas directement le sujet, mais c'est quand même très intéressant. Le fait que pour les Jeux Olympiques ou pour la restauration de Notre-Dame, par exemple, on ait utilisé des procédures un peu exceptionnelles où on suspendait des normes. Et je n'avais pas pensé à cet exemple-là, c'est-à-dire que dans des situations d'urgence, alors d'urgence humaine très très forte, hein, très dramatique, mais en réalité, on s'aperçoit qu'on n'a peut-être pas besoin d'autant de normes que ça. Alors, je vais être mesuré, ce qui n'est pas mon exercice le plus fréquent, mais objectivement, un certain nombre de normes sont indispensables au fil de l'eau quand on est en situation normale. La réalité, c'est qu'on repère tous assez bien celles qui sont parfaitement inutiles, y compris au fil de l'eau. Et on vit bien, je faisais le lien avec SOS, le VIH, le Covid, etc. Systématiquement, il a fallu ne pas prendre en compte les normes. Et effectivement, les grands chefs à plumes sont là pour garantir le droit de transgresser la norme. Parce que c'est objectivement, y compris les salariés, peuvent se dire à un moment donné, il est gentil ou elle est gentille. Enfin, si je me fais taper sur les doigts quand l'épisode d'urgence sera passé, donc il faut être sur le pont. Enfin, le Covid qui chez nous, dans plus de 150 EHPAD, 15 hôpitaux, était présent, ça voulait dire que tous les matins, 7 jours sur 7, de 7 à 8, il y avait les experts
Et moi qui ne servais qu'à dire que je donnais mon accord pour faire intervenir des infirmières en réanimation, alors qu'elles n'avaient pas le diplôme de réanimation, et après les avoir fait former par un médecin général qui avait l'habitude de quasiment la médecine de guerre, mais qui travaille chez nous aujourd'hui, de faire atterrir l'hélico qui allait amener les patients depuis la France jusqu'à l'Allemagne sur un héliport qui était plus tout à fait... voilà. Donc il faut que quelqu'un prenne la responsabilité, c'est à ça que servent les chefs. Et prendre la responsabilité, ça veut dire considérer qu'avant tout, on sauve des vies. Et c'est exactement le sujet qui nous occupe. C'est-à-dire que dans ces circonstances-là, il n'est plus question de respecter un certain nombre de règlements utiles sur l'utilisation des fonds, les délégations de signatures, etc. C'est très utile au long cours, évidemment. Sauf que dans ces moments-là, il faut pouvoir décider, il faut pouvoir aller retirer à la banque du liquide parce que ponctuellement, c'est le seul moyen de régler, ce qui évidemment ne se fait jamais. Il faut décider de trouver 3 artisans locaux qui sont capables d'intervenir et leur avancer de quoi acheter des tôles et des bâches parce qu'ils ne l'ont pas, ce qu'évidemment on ne fait pas dans des codes, dans des marchés publics. Choisir les 3 qui sont plus près parce que les autres sont trop loin et que les routes sont coupées. Enfin, en clair, contrevenir à toutes les règles qui donnent un fonctionnement normal. Mais encore une fois, et en particulier sur l'outre-mer, un certain nombre de règles paraissent contre-intuitives. Moi, j'ai un exemple plus récent et moins dramatique. C'était les cadeaux de Noël pour la Poste à Noël. On a eu une grosse attaque cyber, donc nos systèmes ne fonctionnent plus. Et dans une entreprise aussi processée que la Poste, si on laisse le truc se passer, personne n'a de cadeau à Noël. En tout cas, ceux qui arrivent à... Et bon, moi, je me suis dit, quand même, ça va être un problème si les gens n'ont pas de cadeau à Noël. Et donc, effectivement, j'ai pris la décision de lever la totalité des normes et de donner un seul objectif aux postiers. Je leur ai dit, vous livrez les paquets avant Noël. Alors, non seulement tout a été livré, mais en plus, ils en ont tiré une immense fierté. J'ai même vu des gens qui sont restés plus tard pour laisser les bureaux ouverts pour que les gens aient leurs paquets parce qu'ils savaient ce qu'ils devaient faire. C'est simple, on livre les paquets. Alors ça a l'air comme ça, alors c'est plus sympa, c'est plus festif, on va dire, mais je pense que de temps en temps, quand on est en situation de crise, ou on reste enfermé dans ces normes, et je pense qu'on ne s'en sort pas, on a assez peu de chances de s'en sortir, ou alors on définit la priorité qui répond à la crise, et on y va, quoi. Alors justement, dans les priorités, la Poste est un acteur important sur la question de l'exclusion numérique. Énorme sujet. Et qu'en est-il dans les Outre-mer et en quoi, là on sort un peu de Mayotte seulement, mais en général dans les Outre-mer, et qu'est-ce que vous pouvez faire en fait pour ce sujet qui est un sujet social assez majeur en réalité? Alors, dans les Outre-mer, on a 4500 salariés, donc ça doit être moins que SOS, mais c'est pas mal quand même déjà. Et on a d'abord, j'ai envie de dire au premier niveau, et c'est particulièrement vrai dans les Outre-mer, moi je l'ai vu parce que j'y vais quand même régulièrement, les chargés de clientèle, les conseillers bancaires qui accompagnent les clients. C'est assez particulier, contrairement à l'Hexagone où on n'approche pas du téléphone portable du client, il y a vraiment une distance. Dans les Outre-mer, quand quelqu'un vient faire une opération qu'il n'y arrive pas, le chargé de clientèle prend le téléphone, il lui montre, il a fait avec lui. Donc ça a l'air de rien, mais ça permet à des personnes qui ne sont pas familiarisées. On dit qu'il y a entre une personne sur 3 et une personne sur 2, que ce soit dans les Outre-mer ou dans l'Hexagone, qui ont des difficultés avec le numérique. C'est une réalité pour plein de raisons différentes. Moi, je le vois même dans mes chargés de clientèle. Parfois, c'est simplement un problème de vue. Quand on ne voit pas bien ce qu'il y a sur l'écran, on ne peut rien faire avec. Donc ça, c'est un premier niveau. On accompagne les personnes à utiliser leur propre smartphone sur tout un tas d'opérations. Mais on va assez loin puisqu'on a beaucoup de partenariats avec des associations d'ailleurs, et qu'on héberge dans nos bureaux de poste parce qu'on a le matériel, on a le lieu, etc. Et elles viennent jusqu'à donner des formations au numérique. On fait des cafés sur l'IA pour expliquer l'IA. Alors quand je dis on est surtout une structure organisatrice et qui accueille les associations en réalité, mais on a aussi nous-mêmes des médiateurs numériques, des formations numériques, on accueille des maisons France Service, on fait la plupart des opérations finalement administratives qui existent. Donc on a un rôle, on estime qu'on forme 2,2 à 2,5 millions de personnes au total au numérique par an, ce qui est insuffisant, mais ce qui est quand même déjà quelque chose. C'est beaucoup quand même. Hein. C'est pas mal. 2,2 millions oui. Chaque année. Chaque année. Mais c'est énorme, non? Oui, c'est beaucoup. C'est nécessaire. Oui, c'est plus que de lecteur du poids.
Non, mais j'essaie de réfléchir comme ça. Ce que je pourrais faire pour Ça éventuellement mettre le point dans la formation, un truc comme ça. Ouais, on va organiser On va ça. réfléchir. C'est une bonne idée. Jean-Marc Bourrelot, vous, votre spécialité, donc, c'est ce qu'on appelle dans le petit nom l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Alors, expliquez-nous, non pas ce que c'est, parce que ça, on ne sait pas ce que c'est, mais en quoi ça s'applique, c'est particulièrement utile ou pas d'ailleurs, pour le milieu insulaire ou les économies d'outre-mer en particulier. Est-ce qu'il y a une spécificité de l'utilité de l'ESS dans les Outre-mer ou dans des économies insulaires? Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? L'ESS, pour tous ceux qui ont la chance de ne pas savoir ce que c'est donc l'économie sociale et solidaire. Jusqu'à Benoît Hamon, association, fondation, coopérative mutuelle. Et après de longues heures de débat avec le ministre en charge, Benoît Hamon, à l'époque, on a réussi, je présidais le mouvement des entrepreneurs sociaux, à faire inclure les entreprises classiques qui avaient un impact sur l'intérêt général. Donc aujourd'hui, l'ESS, c'est plus large que ça. C'est pas effectivement lié simplement au statut, mais plutôt à l'impact de l'entreprise. Ce qui m'a valu un certain courroux de mes camarades associatifs, puisque la formule qu'il a emportée et dont on m'attribue la paternité, c'est « les statuts ne font pas la vertu ». L'idée était qu'on peut être une association de malfaiteurs, une coopérative d'imbéciles, une mutuelle maladroite et une SARL ou une SA extrêmement performante et qui traite de manière intelligente ses actionnaires, ses clients et ses salariés. Donc, passer le petit côté idéologique qui m'a valu un franc succès dans le monde associatif classique, l'objectif, il ne s'agit pas des statuts, il s'agit de la capacité d'une entreprise, et même d'une grande, et surtout d'une entreprise d'intérêt général comme la Poste, de pouvoir s'adapter au sujet. Vous faisiez à l'instant référence à la formation sur le numérique. SOS a mis en place, après les Gilets jaunes, pour aller vite, un programme qui constituait à permettre la naissance ou la renaissance de 1000 cafés dans des petits villages. Et avec la Poste, entre autres, mais Orange aussi, dans la plupart de ces cafés, on a installé des formations pour les habitants de nos villages, donc en ruralité, en France comme dans d'autres pays, et en Outre-mer aussi, pour permettre la formation numérique. Pourquoi c'est plus facile? Parce qu'il suffit de le décider. C'est un peu la différence avec une politique publique, si je peux me permettre. Je me sens en forme ce matin. J'espère qu'il y a des hauts fonctionnaires dans la salle. Mais globalement, la différence, c'est qu'on décide, c'est-à-dire que Nathalie et moi, on s'appelle, et le truc démarre le lendemain matin. Et on est capable d'inventer dans un bistrot des conseillers numériques qui vont être là. On a ouvert des points numériques de la Poste dans des 1000 cafés. Aujourd'hui, on travaille avec des grandes organisations culturelles pour faire passer des troupes qui font de la musique, etc. Donc, la capacité, elle est évidemment liée à l'absence de la dictature du résultat. Alors, comme ça, je vais me faire des amis de l'autre côté. Mais globalement, par rapport à une entreprise privée capitaliste qui doit rendre des comptes, et on ne peut pas le lui reprocher, si je dirigeais une entreprise avec des actionnaires, ils m'auraient viré depuis 39 ans. En clair, l'aventure aurait duré 1 an, puisque le groupe SOS a toujours équilibré ses comptes depuis... C'est déjà pas mal, hein. Alors, c'est déjà pas mal quand il n'y a pas d'actionnaires. S'il y avait eu des dividendes à verser, encore une fois, l'expérience n'aurait pas duré 40 ans. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir se dire, il y a un besoin social. Je ne suis pas sûr que l'État puisse être le meilleur opérateur, et ça, on pourrait en reparler. En revanche, nous, on peut se lancer. Alors, il y a des fois où on réussit, des fois où on réussit moins bien. L'idée, quand en plus on vient du monde de la fragilité, pour aller vite, qu'on s'occupe de gens sans logement, sans soins, etc., c'est souvent un moment où on peut capter les signaux faibles de la société. Et ce sont les plus précaires qui commencent par souffrir des difficultés climatiques, des difficultés budgétaires, pour être plus actuel, etc. Donc, quand nous sommes nous, ça veut dire les 28 000 salariés des SOS qui sont sur le terrain, quand on perçoit une difficulté dans ces populations, on n'est pas très loin du moment où la difficulté va atteindre la population générale. Et ce qu'on peut faire à l'attention des personnes les plus précaires, en général, c'est utile à l'ensemble de la société. Donc,
Évidemment, dans les Outre-mer, on est très, très présent à Mayotte, à La Réunion, en Guyane, etc. Il faut être capable d'imaginer des habitants qui ne sont pas tout à fait dans la même situation que Paris et centre-ville, quand ils vivent sur l'Oyapock, dans l'ouest de la Guyane, et que le village est ravitaillé par des pirogues. Donc, comment on fait pour faire en sorte que le service public, l'État d'ailleurs est capable d'imaginer des choses. Aujourd'hui, on colle des magistrats dans des pirogues pour aller rendre la justice dans les villages amérindiens. Donc, on peut s'adapter, mais objectivement, les entreprises, quand elles sont dégagées des obligations, j'allais dire, de l'État et du fonctionnement de l'appareil public, et qu'elles n'ont pas le couperet de la rentabilité absolue, c'est dans cet intervalle que vous avez une certaine liberté pour imaginer, innover, entreprendre. Nathalie, est-ce que une entreprise publique, parce que c'est une entreprise publique, La Poste, il y a des spécificités dans les Outre-mer, dans la gestion? Vous parlez d'une entreprise, est-ce que ça fonctionne différemment? Alors, structurellement, on fonctionne différemment parce qu'on a une gouvernance complètement unifiée. Moi, par exemple, je suis la patronne de la totalité de La Poste dans les Outre-mer. Ça rend le niveau de décision plus rapide, ça nous permet d'être plus réactifs, plus en prise avec les élus locaux. Donc ça, ce mode de fonctionnement, il est comme ça. Et je pense que ça nous permet de réagir aux multiples besoins, crises, etc. qu'on peut avoir dans les Outre-mer. On a beaucoup adapté aussi notre politique RSE. Et je trouve ça assez intéressant, mais alors beaucoup plus de panneaux photovoltaïques, ça évidemment, beaucoup de récupération d'eau, parce que l'eau est quand même vraiment un problème dans les Outre-mer, évidemment de l'adaptation avec des t-shirts ou des gilets qui permettent de pas, ou de faire du froid, c'est un peu compliqué encore, mais ou en tout cas de prendre moins la chaleur. Et puis en termes de RSE, on fait beaucoup de choses. On travaille avec la Ligue de protection des oiseaux, par exemple, on fait des plantations autour de nos plateformes courriers pour protéger les espèces endémiques, parce qu'il y a des espèces végétales absolument extraordinaires. C'est pareil pour les oiseaux. Donc on a finalement un peu, j'ai envie de dire, adapté ce qu'on fait dans l'Hexagone, mais adapté aux choses spécifiques en Outre-mer, oui. Alors, il y a une grande question qui se pose dans plusieurs collectivités d'Outre-mer, qui est la question du chômage, la question de l'emploi. Là-dessus, quel est votre regard sur ce que vous pouvez faire pour améliorer ce sujet-là dans les Outre-mer? Alors, le premier regard, c'est qu'évidemment, il y a un sujet de formation du personnel local. C'est-à-dire que nous sommes sur des métiers réglementés. On ne peut pas faire intervenir dans un hôpital une infirmière qui n'est pas infirmière mais une aide-soignante qui n'est pas aide-soignante, etc., etc. Donc le premier réflexe, c'est effectivement de proposer aux camarades de métropole d'aller sur place pour passer du temps, même si le retour est prévu, et donc c'est objectivement une possibilité qui est très utilisée chez nous. Mais la réalité, c'est qu'il faut parier sur la formation des cadres locaux. C'est-à-dire que Mayotte, il y a 20 ans, c'était objectivement compliqué. Aujourd'hui, la plupart des cadres sont des cadres mahorais. Ce qui veut dire qu'on n'est pas lié au fait que les gens vont passer quelques années et puis s'en vont. En général, quand les enfants grandissent pour des raisons de scolarité, les gens préfèrent aller revenir en métropole. Donc avec du personnel formé, on a effectivement des gens qui sont installés. Et on était très inquiets après le cyclone du nombre de personnes qui risquaient de repartir. En réalité, nous n'avons pas eu ça. C'est-à-dire que les gens étaient mahorais, ils sont restés mahorais dans les difficultés et ils ont fait face, ce qui nous a objectivement été très utile par rapport à des associations, à des camarades associatifs qui avaient des cadres métropolitains qui objectivement sont rentrés, parce que c'est déjà pas si simple de s'installer, mais après Chido, objectivement, ça devenait compliqué. Donc mettre en place une vraie formation, alors avec là aussi des sujets d'assouplissement, mais qui sont à peu près les mêmes amplifiés que ceux que nous avons en métropole. C'est-à-dire que on reste sur des sujets qui sont totalement archaïques pour la formation du personnel dans les EHPAD, etc. Si on laissait faire les entreprises pour le coup, avant d'attendre que le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation nationale se mettent d'accord, je pense qu'on aurait on pourrait faire de vraies avancées. Et
Accompagner les gens, ça veut dire leur permettre d'avoir une carrière en restant sur l'île et pas en rentrant forcément en métropole au fur et à mesure que leur niveau de compétence augmente. Donc ça, c'est un premier sujet. Ensuite, SOS est une grande entreprise d'insertion, enfin, toute une série d'entreprises d'insertion sur le paysage. Il y a 3 ou 4 000 salariés. En l'occurrence, ce qu'on observe en Outre-mer, c'est compte tenu du niveau de chômage, même si vous formez les gens, même si vous les accompagnez, même si vous les préparez à l'emploi, encore faut-il qu'il y ait l'emploi à la sortie. Et c'est là qu'il faut être sans doute un peu plus imaginatif. Et en ce qui nous concerne, en tout cas la consigne qui est donnée aux camarades sur le terrain, c'est n'hésitez pas à créer de l'activité économique pure. C'est-à-dire que vous formez des gens qui deviennent des gens capables de travailler dans le bâtiment, dans la restauration, hein, ok. S'il y a un marché, en Mayotte sur le bâtiment, on pourra en reparler, s'il y a un marché local, créez la boîte. Et c'est en ça que nous ne sommes pas très idéologues sur la forme juridique. Si vous voulez créer une SARL, alors évidemment, les actions sont détenues par SOS, hein, c'est la règle, personne n'est propriétaire de quoi que ce soit à titre personnel. Mais si vous voulez créer une entreprise de bâtiment ou si vous voulez lancer un resto, surtout faites-le. Parce qu'il ne s'agit pas de rapprocher théoriquement des jeunes gens ou des gens moins jeunes de l'emploi si à la sortie, il n'y a pas d'emploi. Donc le sujet économique, et là on retrouve encore une fois, on retrouve ça en ruralité par exemple, une entreprise classique va considérer que la rentabilité sera insuffisante pour créer une activité économique. Nous, on dit à nos cadres, on ne vous demande pas d'être rentable, on vous demande d'être équilibré. Et donc, même du point de vue microéconomique, c'est plus facile, voire possible simplement pour une entreprise de l'économie sociale, de créer une boîte qui va perdre un peu pendant 1 ou 2 ans, gagner un peu pendant 1 ou 2 ans, mais qui créera de l'activité économique locale. Donc c'est peut-être ça qui est différent par rapport sans doute à des zones plus urbanisées, où en clair, effectivement, on fait en sorte qu'une fois qu'on a formé les gamins, ils trouvent du boulot dans une entreprise classique, parce qu'objectivement, il y a des emplois qui ne sont pas pourvus dans ce pays. En Outre-mer, quelquefois, il faut franchir le pas et créer l'entreprise qui permettra de créer de l'emploi et de la richesse. Nathalie, sur cette question du développement économique et de l'emploi derrière. Nous, alors, on a un peu la même chose avec le fait en plus qu'on offre beaucoup de parcours, que ce soit intra-outre-mer, hein, on a notamment entre Réunion Mayotte ou entre Guyane, Guadeloupe, Martinique, donc on a beaucoup de parcours. On a 4500 salariés, beaucoup de parcours qui viennent en hexagone, qui repartent, etc. Donc je pense qu'on participe à ça, puis on est structurant en réalité, parce qu'on est une banque, et on a la banque de l'accessibilité bancaire. Donc on permet à toutes les populations ultramarines d'avoir un compte bancaire. Ça a l'air de rien, enfin c'est quand même un peu le début du reste. Oui. Donc ça, je pense qu'on est structurant dans le financement des entreprises, notamment des petites entreprises qui démarrent. Et puis, on est structurant dans les échanges. On assure la continuité territoriale. Ça veut dire que les échanges de colis, de marchandises, etc., avec l'Hexagone ou avec d'autres territoires sont aussi assurés par la Poste. Donc, finalement, on joue notre rôle à la fois de service public, de structuration, et puis avec quand même une population salariée qui est assez importante et qui navigue entre les différents outre-mer ou avec l'Hexagone. Alors, cet événement s'appelle l'Outre-mer, les Outre-mer aux avant-postes. C'est la question que je voulais vous poser tous les deux. Est-ce qu'il y a des services particuliers que vous avez testés, des idées que vous avez testées dans les Outre-mer avant de les étendre dans d'autres endroits et dans l'Hexagone? Est-ce que vous avez fait des découvertes? Où qu'on aille, on apprend beaucoup, et que ce soit d'ailleurs outre-mer et à l'international. SOS, on vous parliez d'économique, mais SOS est dans une 50aine de pays à l'international et avec une particularité sur l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Donc on gère des pépinières d'entreprises en Afrique du Sud, au Maroc, en Tunisie, dans des territoires divers et variés. Chaque fois, on découvre une manière de faire qu'on pourrait utilement ramener sur le territoire métropolitain. C'est-à-dire qu'il y a toujours des inventions locales, parce que la réalité, le grand chef en a parlé,
mais l'innovation, les besoins du terrain, c'est jamais les grands chefs. Enfin, on peut avoir une idée par une nuit d'insomnie, mais objectivement, les gens qui sont sur le terrain tous les jours ont plus souvent des idées originales à mettre en œuvre que ce que nous pourrions en avoir. Donc l'idée de faire là-dessus vraiment du bottom-up est importante. Et la deuxième idée, quand on a la chance d'être quelques-uns, c'est effectivement de faire tourner les salariés. C'est-à-dire que vous gériez une maison d'enfants en France ou une maison d'enfants à La Réunion, à Mayotte ou en Guyane, ben, les professionnels de l'éducation savent échanger entre eux, s'échanger sans doute des découvertes qui ont été faites ici ou là pour qu'elles servent à l'ensemble. Et objectivement, ceux qui viennent, on a un patron en Guadeloupe qui est un vrai spécialiste de l'évaluation de la prise en charge des mineurs délinquants, qui, parce qu'il est passé au Canada avant, a une véritable formation, y compris universitaire, qui a fait le tour de la plupart de nos équipements pour apprendre à ses camarades à utiliser ce qu'on appelle les données probantes, parce qu'on ne sait jamais comment c'est pas si simple d'évaluer la prise en charge d'un adolescent sur la longueur. Donc, être présent partout, ça permet d'organiser des échanges, ça c'est extrêmement riche entre les gens. Il n'y a pas de lieu plus inventif les uns que les autres, et l'outre-mer participe parfaitement à ces échanges entre nos salariés et nos cadres. Nathalie. Ben, oui, on s'adapte. Alors bon, c'est une anecdote, mais c'est vrai qu'on a lancé l'examen théorique du permis bateau dans les Outre-mer, ce qui était une bonne idée, plutôt que dans la Creuse. Tu vois, donc, et après, on l'a importé sur toutes les zones côtières. Chez moi. Voilà. Mais par exemple, j'ai été signer une convention avec la CCAS à La Réunion pour ouvrir finalement tout un tas de possibilités de poser des services des CCAS dans les bureaux de poste ou avec les facteurs. Et le fait effectivement qu'on ait cette unicité de commandement entre les facteurs et les bureaux de poste fait qu'on peut faire des tas de choses au domicile, hors domicile, donc traiter tous les types de populations. Ça, c'est quelque chose qui a plutôt pas le mal marché. Et sinon, j'ai envie de dire, c'est que ce sont des territoires extrêmement dynamiques. Moi, ils sont toujours en tête de mes podiums commerciaux. C'est assez étonnant. Ils se débrouillent pour être devant. C'est-à-dire les podiums commerciaux? Ben, on classe les résultats commerciaux région par région, ligne de produit par ligne de produit, etc. Les Outre-mer sont très dynamiques, toujours devant, et ils apportent toujours des façons de faire. Encore une fois, je le disais au début, mais plus en proximité avec le client, plus également en équipe, et donc c'est toujours intéressant de récupérer un peu ce qui se passe et de copier. En 1 minute chacun, 30 secondes, puisqu'il nous reste 1 minute 23. Dans 10 ans, ça ressemble à quoi groupe SOS est particulièrement dans les Outre-mer, et dans 10 ans, ça ressemble à quoi un bureau de poste dans les Outre-mer? Dans 10 ans, et dans le contexte actuel, nous serons les derniers Mohicans du vivre ensemble, de la prise en charge des plus précaires et de la possibilité à la fois d'encourager les réussites individuelles et la création de richesses et une répartition équitable des richesses créées. Donc nous continuerons à être raisonnablement radicaux. C'est bon, ça, raisonnablement radicaux. Nathalie. Alors, dans la même tonalité, mais en plus optimiste, j'espère qu'on réussira à être une forme d'infrastructure utile à toutes les associations pour justement obtenir le même objectif. Merci infiniment à tous les hommes, on peut les applaudir. Merci Jean-Marc Boileau, merci Nathalie Collin. Merci à vous. Merci beaucoup. On se beaucoup. retrouve dans un court instant pour faire le point sur un autre sujet crucial, les droits des femmes dans les Outre-mer. Où en est-on? À tout de suite.